Ces défis exigent la clarté dans nos débats, l'ambition pour le pays et le respect pour chaque Français. C'est pourquoi, après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette interview politique consacrée aux législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet 2024. Je reçois aujourd'hui Amélia Lakrafi, députée Renaissance sortante et candidate dans la 10e circonscription des Français de l'étranger. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Dans quel état d'esprit abordez-vous cette élection? Je pense un peu comme tout le monde. Étonnée, mais combative et on se dit tous qu'en fait, c'est jamais mauvais de donner la parole aux Français. Donc, nouvelle élection 2 ans plus tard. Le président a eu raison de procéder à cette dissolution, selon vous? Alors, je ne sais pas s'il a eu raison ou pas raison. En tout cas, c'est fait. On est tous surpris, oui. On est tous inquiets aussi. Et on a tous très peu de temps aussi. Mon inquiétude, c'est les délais. Effectivement, 3 semaines, c'est très court. Et pour les Français de l'étranger, c'est compliqué. Beaucoup seront sur leur lieu de vacances ou de retour en France ou dans leur famille. Et c'est vrai que pour les circonscriptions étrangères, ça va être très difficile. Justement, comment cette nouvelle a été accueillie par vos électeurs? Je pense que tout le monde surpris, abasourdi, enfin, c'est vraiment tous les mots, ce champ lexical-là, incroyable, est-ce qu'il l'a vraiment fait? Et oui, il a fait immédiat, donc c'est vrai que d'apprendre à la télé que 3 heures plus tard, vous avez perdu votre activité, c'est vrai que c'est surprenant, mais ils sont surpris et puis fatigués. C'est vrai que certains sont fatigués, se disent, attends, on a voté il y a 2 ans, on a eu les présidentielles, les législatures, donc 4 dimanches. Là, il y a 3 semaines, les européennes. Et c'est vrai que moi, je pense au consulat, il y a tous les assesseurs et tous ceux qui s'occupaient des bureaux qui sont fatigués. Avec cette dynamique de l'extrême droite au pouvoir, si vous étiez vous, présidente, est-ce que vous aurez procédé à cette dissolution? Moi, présidente, c'est pas du tout dans mes projets. Mais bon, si on refait le match. Mais je ne crois pas. Je ne crois pas. Vraiment, je ne pense pas. Après, encore une fois, le président a le droit de le faire. C'est l'article 12 de la Constitution, donc c'est totalement légal et il a totalement accès à cet article 12, donc il l'a fait. Il n'est pas obligé de s'expliquer, il s'est expliqué. En fait, on verra si dans 2 semaines, il a eu raison ou pas. Mais encore une fois, on ne peut jamais en vouloir à quelqu'un en fait, de donner la parole au peuple. Et j'ai envie de dire, dans un pays démocratique, ça ne peut qu'être salué. Mais c'est vrai que la campagne, quand même, elle commence à être effrayante. Elle est assez violente. Et quand je vois certains... Déjà, la parole s'était vraiment libérée. Et les gens n'avaient plus de gêne à avoir des propos racistes, antisémites. Mais là, ça s'est vraiment multiplié. Et quand je vois certaines vidéos de certaines prises de position... j'ai un peu peur. J'avoue que j'ai un peu peur. C'est un peu paradoxal parce que le chef de l'État avait lui-même dit qu'il ne procéderait pas à une dissolution au lendemain des européennes, étant donné que ces élections n'ont pas d'incidence sur la politique nationale. Est-ce que vous comprenez ce changement de pied-là? Pourquoi procéder à une dissolution? Non, il y a eu une bonne claque déjà avec les européennes. Je ne le comprends pas, mais c'est vrai qu'on n'a pas arrêté de dire, et c'était vraiment le mot d'ordre qui est logique, les européennes, ce n'est pas une élection nationale. Justement. Il ne faut pas en faire une élection nationale et c'est toujours une élection qui profite aux extrêmes, notamment à l'extrême droite. Rocard en 1994, je crois qu'il a fait 14%. Sarkozy a dû faire 13 ou 14%. François Hollande aussi. Chaque président a un mauvais score, c'est comme ça. Bon, ok. Et quand on apprend ensuite que finalement les grands équilibres ne changent pas tellement à la Commission européenne, bon, je sais pas. Votre famille politique n'est pas favorite dans les sondages. Est-ce que vous avez peur de disparaître du paysage politique? Disparaître, non, parce qu'on ne disparaît jamais. La preuve avec François Hollande. J'ai envie de dire, non, on ne disparaît jamais, donc j'ai pas peur de disparaître. Non, ce que je crains, c'est cette polarisation, ces extrêmes qui montent, et d'entendre des discours, en fait, quand j'écoute la télé ou quand je regarde les réseaux sociaux, même si c'est bien de se déconnecter, vraiment, ça fait un bien fou de se déconnecter, j'ai l'impression qu'il y a 2 choix, extrême droite ou extrême gauche. Mais en fait, non. Il y a un grand centre ils sont qui existe, et il faut arrêter de mettre dans la tête des gens
il n'y a que l'extrême droite ou l'extrême gauche, donc pour faire barrage à l'extrême gauche, il faut voter l'extrême droite, ou pour faire barrage à l'extrême droite, il faut voter l'extrême gauche. Pas du tout. Pas du tout. On a des députés sortants qui ont travaillé. L'Assemblée fonctionnait. On a voté plus de 70 textes en 2 ans. Donc l'Assemblée fonctionnait avec des majorités différentes. Des fois on s'alliait au PS, des fois on travaillait avec les Républicains, des fois... Ça fonctionnait, ma foi. Je veux dire, les textes passent. Donc on arrive à discuter avec les uns et les autres dans l'intérêt des Français. Et après, quand les gens s'intéressent un peu plus à ce qu'on vote et comment on le vote, ben, on se rend compte que certains partis ont des votes assez étranges et que les deux extrêmes ont souvent voté ensemble contre la majorité parce que, par défaut, ils sont contre. Bon. Mais c'est aussi une colère des Français, vous comprenez, parce que vous êtes 3e dans un sondage qui est donné par la Tribune du dimanche. Est-ce que vous ne cristallisez pas un peu toute la colère des Français après 7 ans d'exercice du pouvoir du président? Oui, oui. Et quand on regarde le passé, quand on regarde derrière nous, ben en fait, ça a toujours été le cas. Un président en exercice, il y a l'usure du pouvoir. On a des présidents qui ont fait 1 an chacun. C'est vrai que ça faisait le dernier, je crois que c'était Chirac qui a fait 2 mandats. Et Chirac était détesté lors de son 2e mandat. On l'appelait le président fainéant. Et en fait, je pense sincèrement que le président Macron va l'aimer après, quand il ne sera plus président. Quand on verra tout ce qu'on a voté en 2017 et qu'on verra que les enfants en CP en 2017 qui ont bénéficié du dédoublement des classes, par exemple, vont aller à l'université faire des études supérieures, mais ça sera le prochain président qui va en bénéficier. Toutes les augmentations des budgets de la police, de l'armée, du ministère de la Justice, on avait des tribunaux qui n'avaient pas d'ordinateur. Qui va en profiter? Le prochain président. Et c'est là que je me dis, c'est pas juste, hein, parce qu'on ne regarde pas suffisamment ce qui a été fait, même si on ne le ressent pas. Et c'est vrai que je comprends la frustration, l'énervement, l'inflation, tout augmente. Oui, mais est-ce qu'on peut se poser un peu et regarder ce qui se passe ailleurs? Quand on voit qu'en Suisse ou en Belgique, l'électricité, c'est pas x3 ou x2 comme on peut avoir en France, mais x5, x6, x10, eh bien, en fait, on n'est pas si mal. En 2017 et en 2022, le président de la République promettait de faire barrage aux extrêmes. Oui. Est-ce que vous direz que c'est un échec ou vous direz comme lui, ça n'a pas marché? Les deux, en fait, j'ai envie de dire. Les deux. Je ne suis pas dans sa tête, je peux pas parler à sa place. Mais c'est un échec actuel. Pour la majorité? Actuel. Là, vraiment, aujourd'hui, là où on se parle, personne ne sait comment les Français vont réagir à l'urne le 30 juin et le 7 juillet. Les sondages, évidemment, donnent bien sûr le Rassemblement national en tête. Mais je suis sûre, je pense qu'il faut respecter les électeurs, et je respecte les électeurs et de l'extrême droite et de l'extrême gauche, et je pense qu'on ne vote pas forcément Bardella parce qu'on est raciste ou parce qu'on a... je ne sais pas, une espèce de nostalgie d'un passé colonial ou pas. Non, je pense qu'on vote aujourd'hui Bardella parce qu'on en a ras-le-bol et qu'on ne voit pas ce qui se passe, on ne voit pas ce qui change pour nous au quotidien. Et pas, voilà, et en aucun cas parce qu'on est raciste ou xénophobe. Maintenant, c'est à nous de convaincre et je pense qu'on peut encore le faire. Certains vont me dire, peut-être que je rêve. Je suis d'un naturel optimiste, donc je le resterai, quoi qu'il arrive, je resterai optimiste. J'ai confiance dans les Français, il y a eu beaucoup d'abstention. J'ai la faiblesse de croire que ces 50% d'abstentionnistes sont des gens qui travaillent, qui s'occupent de leur quotidien et qui sont ce qu'on appelle souvent la majorité silencieuse, qui sont des gens modérés et qui, si on leur explique ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait et ce qu'on a envie de faire, voteront certainement pour nous. Sur le terrain, quand vous retenez vos électeurs dans votre circonscription, qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce qu'ils ont encore confiance au macronisme de 2017? Alors, si je veux être vraiment très honnête, et en général je le suis, beaucoup d'électeurs En Marche en 2017 et Renaissance en 2022 me disent « Écoute Amélia, je t'aime bien, donc, et j'ai vu ce que tu as fait, tu es là pour nous, tu travailles pour nous, mais, donc je voterai pour toi, mais je ne voterai pas pour le président Macron. » J'entends ça très souvent. C'est dommage, je peux le comprendre, je trouve ça dommage, parce qu'il a tenu quand même, il n'y a pas un président au monde qui s'est pris le Covid, une guerre. On pensait que la paix était pour la vie. Et bien non, en fait, elle n'est pas définitive, malheureusement. Et les gilets jaunes qui ont été assez traumatisants, quand on se prend tout ça, évidemment qu'on ne déroule pas le programme qu'on a promis en 2017, parce que en fait, les choses ont changé.
Et entre les gilets jaunes, le Covid et la guerre, je pense qu'il a été quand même un bon président, qu'il a tenu. Et on est quand même un des rares pays européens qui a vraiment bien sûr, il y a de l'inflation, mais plus basse qu'ailleurs. Le chômage reste vraiment à des taux plus bas qu'il y a 20 ans, 30 ans. Le chômage des jeunes, l'emploi. Souvent on me dit oui, mais vos chiffres sont biaisés. Non, mais c'est toujours l'INSEE. Hein. L'INSEE n'a pas changé. Hein. Depuis 30 ans, l'INSEE calcule de la même manière. Donc on ne peut pas biaiser les chiffres. Maintenant, le taux d'employabilité aussi est plus haut qu'avant. Donc c'est pas l'opération. Mais les salaires ne suivent pas. C'est pas l'opération du Saint-Esprit en fait. Quelqu'un qui a. Les salaires ne suivent pas, selon les critiques des opposants. Mais oui, parce qu'il y a une inflation énorme, mais elle vient d'où? De la guerre. Donc il y a eu des augmentations de salaire, le SMIC a augmenté, on a continué sur le pouvoir d'achat avec les primes défiscalisées, les primes Macron. C'est jamais assez, je l'entends. Maintenant, le Premier ministre Gabriel Attal a promis d'autres mesures qui semblent intéressantes. Dans la réforme de l'assurance chômage, est-ce que cette réforme est nécessaire maintenant? Est-ce que c'est le bon timing selon vous? Selon moi, non. Est-ce qu'elle est nécessaire, cette réforme? Écoutez, je ne sais pas si elle est nécessaire. Il y a autant d'arguments contre que d'arguments pour. Quand on est dans l'hémicycle et qu'on écoute tout le monde, on a autant d'arguments contre que d'arguments pour. C'est vrai qu'un jeune de moins de 25 ans ou moins de 30 ans, qui n'a pas d'enfant à charge ou pas de parents malades à charge, etc., qui bénéficie de moins de temps parce qu'il doit se bouger pour trouver du travail, mais il faut qu'on lui donne aussi toutes les possibilités pour trouver du travail, je peux comprendre. Mais pour quelqu'un qui a des enfants à charge ou des parents malades à charge, ou voilà, bon, si on peut trouver quelque chose d'assez équitable, c'est pas inintéressant. Est-ce que c'est le moment? Peut-être pas. Parlons de votre parcours, de votre bilan. En 2 ans de législature, que retenez-vous de votre combat à l'Assemblée nationale? En fait, en 7 ans. Parce que oui, depuis 2017, mais là, cette législature qui vient d'être... En fait, c'est simple. En 2022, j'ai continué les chantiers que j'ai entamés en 2017. Ils sont assez nombreux, parce que j'ai la chance d'avoir une équipe solide et qui me suit. Et en fait, j'ai vraiment voulu axer ce que j'ai fait sur d'abord la solidarité. Parce que c'est vrai que quand le Covid est arrivé, et que j'ai vu que la plupart des associations des Français étrangers sont fédérées. Donc on a plein d'associations à l'étranger, Français de UFE, ADFE, les accueils. Elles sont toutes fédérées et seules celles qui traitaient de la solidarité et de l'aide à nos Français les plus fragiles ou Français indigents à l'étranger n'étaient pas fédérées. Et peu connues et peu soutenues. On a poussé avec mes collègues, on a réussi à quasiment tripler l'aide, ce qu'on appelle OLES, l'aide pour les organismes locaux d'entraide et de solidarité, passer de 500 000 € à 1 700 000 €. Cette aide, donc, elle va à ces associations-là qui aident les Français indigents. Et en parallèle, moi, j'ai créé une fédération pour fédérer toutes ces associations de bienfaisance pour les aider à trouver des bénévoles, trouver des donateurs ou ne serait-ce que remplir les dossiers de subvention. Et ça a été un travail assez important. Et après plus de 2 ans de négociations, j'ai réussi à envoyer un volontaire de solidarité internationale, donc grâce à France Volontaire, et à des entreprises privées qui ont financé. Donc je me suis adressée à nos grands groupes français basés à l'étranger. Et en fait, j'ai réussi à envoyer le premier VSI au Cameroun, à Douala. Donc nos Français de Douala vont bénéficier, donc payés par un généreux grand groupe français basé là-bas, un volontaire diplômé, jeune, dynamique, qui ne va rien leur coûter, pendant 2 ans à plein temps, qui va s'occuper d'eux, donc décharger le consulat. Et ça, c'est vraiment un chantier énorme pour moi, parce que si ça fonctionne bien à Douala, je voudrais le dupliquer dans toutes les associations de bienfaisance du monde. Donc là, on aura bien avancé sur la bienfaisance et comment aider aussi les retraités qui sont loin d'Internet pour s'inscrire au consulat. Il y a vraiment beaucoup de sujets sur leur retraite. Aujourd'hui, je veux dire, avant notre élection, pour appeler la CNAV, on avait un numéro court. Et moi, des Français m'écrivaient pour me dire, j'envoie un mail pour dire, madame, je ne peux pas appeler un numéro court de l'étranger, ça ne marche pas. Et il a fallu que les parlementaires interviennent pour qu'on ait un numéro en 01. C'est des choses qui peuvent paraître assez basiques pour quelqu'un ici et qui n'intéresseront personne. Mais un compatriote à l'étranger, un retraité qui va à Madagascar, qui n'a pas les moyens de prendre un billet d'avion pour venir frapper à la porte des services de la retraite ici, eh ben, lui, on lui a sauvé la vie. Parce que désormais, il peut, quand il a besoin, il m'écrit, je m'en occupe. Mais il y a un numéro en 01 et il y a un mail dédié Français à l'étranger. C'est pareil pour les impôts. Je veux dire, avant qu'on arrive, il n'y avait pas d'impôt dédié pour les non-résidents.
2018, on a créé la DINR, Direction des impôts des non-résidents. Là aussi, on a créé 100 nouveaux emplois et 100 nouveaux encore. Et on répond aux Français de l'étranger avec un numéro en 01. C'est pas, encore une fois, c'est des choses qui n'intéressent pas au quotidien ni les journalistes ni personne, mais on aide les gens dans leurs problèmes du quotidien. Pareil pour l'école. Mettre en place ces centres régionaux de formation, on en a 12, parce qu'on n'arrête pas de dire qu'on a besoin d'enseignants, que c'est compliqué aujourd'hui de demander à un rectorat à Créteil ou Versailles d'envoyer des profs sachant qu'eux en ont pas assez. Donc pareil, il faut former. Pour les entrepreneurs, moi j'ai réussi à avoir des garanties, garantir des prêts pour nos entrepreneurs pendant le Covid, uniquement en Afrique. J'ai voulu l'étendre, j'ai pas réussi, mais on a pu accompagner nos entrepreneurs pour leur créer un statut. Entrepreneur français étranger, EFE. Et dès lors que ce statut existe, on va pouvoir batailler pour ajouter des aides autour du statut. Enfin, il me faudrait des heures pour vous dire ce qu'on a fait. C'est déjà pas mal, mais qu'est-ce que vous comptez faire concrètement si vous êtes élu à nouveau le 7 juillet prochain? Le 7 juillet prochain, en fait, je vais juste continuer. En fait, les gens qui me connaissent savent que je ne fais pas de fausses promesses. D'accord ? Et je ne suis pas démagogue non plus, je ne vais pas vous dire l'école sera gratuite. À l'étranger, elle ne sera jamais gratuite. J'ai des concurrents qui promettent l'école gratuite. Impossible. Mais quand je dis impossible, c'est impossible. Pourquoi ? Aller expliquer à un Français en France qui paye des impôts pour qu'un expat ne paye pas à l'école. Enfin, non, ce n'est pas possible. Donc ce qu'on peut faire, c'est pousser pour que ça n'augmente pas trop. Oui, qu'il y ait plus de Français dans ces écoles, parce que bien sûr, plus il y a d'élèves, plus potentiellement le prix peut baisser. Pour la qualité des profs, pousser, pareil, pour la formation, et le niveau de formation et les exigences de formation pour qu'on ait des profs d'un très bon niveau. Et quand on voit aujourd'hui encore les résultats au bac à l'étranger, on ne peut pas se plaindre, j'ai envie de dire, même si les problèmes existent. Moi, je pousse beaucoup et je travaille beaucoup avec les écoles et les élèves sur les sujets du harcèlement scolaire et cyberharcèlement. Je veux continuer là-dessus et les accompagner avec une application qu'un jeune a créée en France, et je vais tout faire pour que nos lycées étrangers l'adoptent, parce que je pense qu'elle est vraiment pertinente et qu'elle peut sauver des jeunes, voilà, qui pourront télécharger un QR code et intégrer un groupe de parole avec des psys au bout du fil qui pourront répondre aux SMS en temps réel. J'ai vraiment beaucoup aimé cette application et j'ai très envie de la pousser pour toutes les écoles à l'étranger. Donc pour les entrepreneurs, adosser une aide à ce nouveau statut EFE qu'on a réussi à imposer. Ça, c'est très concret. Et à côté de ça, j'ai créé une fédération des clubs d'affaires. Donc en fait, vous avez aujourd'hui CCIFI, c'est les clubs d'affaires que vous connaissez tous, je crois qu'il y en a 90, 92 dans le monde, mais on a aussi des petits clubs qui n'ont pas les moyens d'avoir le label CCIFI ou qui n'ont juste pas envie, qui sont petits, 10, 15, 20 entrepreneurs se sont décidés un jour de s'organiser, de faire des soirées potentiellement échange de cartes de visite. Eh bien, encore une fois, j'ai créé ça pour les mettre en relation en disant un chef d'entreprise dans un club d'affaires à Douala, à N'Djamena, à Addis Abeba, en Angola, à Luanda, peut-être qu'il peut avoir besoin de conseils. Il n'a peut-être pas 5 000 € ou 2 000 € pour demander à Business France, qui fait un travail remarquable par ailleurs, mais de lui faire un business plan ou une étude marché. Donc il va pouvoir potentiellement communiquer avec son homologue dans un autre pays à côté ou bien plus loin. Mais voilà, c'est d'avoir un répertoire et de dire, OK, dans tel secteur, quelle entreprise française ou entrepreneur d'origine française fait quoi? Et de les mettre en relation. Et ça, mais moi, je crois vraiment à la force du réseau. Et en fait, depuis que j'ai lancé l'idée, les clubs d'affaires éthiopiens, angolais et camerounais, je sais qu'ils ont continué à échanger ensemble. Ils ont trouvé ça formidable. Et s'ils trouvent ça formidable, je trouve ça formidable. Parlons de diplomatie, parce que dans votre circonscription, on retrouve le Gabon, oui, qui a connu un coup d'État oui, il y a quelques mois. Oui. On a reçu l'ancien Premier ministre du Gabon, notre Premier ministre déchu ici, qui a affirmé que la place des militaires était dans les casernes. Quelle devrait être l'approche de la France face à ces putschs, selon vous? Est-ce que vous partagez les propos de l'ancien Premier ministre gabonais? Ces propos sont les siens. Je ne vais pas les commenter ou pas. Enfin, plutôt, je ne vais pas les commenter. La place des militaires dans les casernes, évidemment.
Et après, j'ai envie de dire, chaque pays est différent et chaque pays a sa réalité. Et avec des réalités très différentes. Dans le cas du Gabon, j'ai l'impression qu'un président sortant n'avait pas envie tellement de se représenter. Je crois qu'il a été un peu poussé à candidater et à faire campagne. Voilà, c'est une impression et c'est ce que j'entends de nos compatriotes basés au Gabon depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et en fait, putsch ou pas putsch, moi je regarde ce qui se passe depuis. Évidemment que dans un pays démocratique, les putschs c'est non. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire à 8000 km? Ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'on a des Français basés au Gabon depuis des années qui me disent que tout se passe bien, que le lendemain du putsch, les militaires sont partis dans la rue pour leur dire « reprenez votre travail, ne cassez rien, vous êtes Gabonais, le Gabon est votre pays, n'abîmez rien, ne brûlez rien ». Enfin, j'ai apprécié la démarche. Il y a les bons putsch, il y a les mauvais putsch. Je ne sais pas s'il y a des bons putsch, mais moi ce que je vois, c'est vraiment l'intérêt du pays et l'intérêt du peuple. Et là, je vois que les Gabonais, en moyenne, vont bien. Et surtout, quand je vois que les entreprises ont été toutes, réunies, et on leur a promis qu'elles seraient payées en temps et en heure, qu'il n'y aurait plus de surfacturation, mais qu'elles devaient être délivrées, mais qu'elles seraient toutes payées. Parce qu'on a certaines, nous, grandes entreprises françaises, qui mettaient 3-4 ans à être payées. Et en fait, tous nos grands groupes et même nos petites PME ont été rassurés et les Gabonais ont été remis au travail. Ils ont imposé que les fonctionnaires aillent au bureau. La CNSS a été relancée alors qu'elle était en faillite. Nous, on avait des retraites de Français qui ont travaillé au Gabon qui ne touchaient plus leur retraite gabonaise alors que c'est un droit et qui désormais la retouchent. Enfin, moi, je leur souhaite bon courage et bonne chance. On va revenir dans l'hémicycle puisque vous n'avez pas voté la dernière loi immigration qui a fracturé la majorité l'hiver dernier. Ce texte ne répond pas, selon vous, aux attentes en matière de... Oui, ce texte sur l'immigration ne répond pas à la crise. Évidemment qu'il ne répond pas, parce que s'il répondait, je pense qu'il n'aurait pas eu le sort qu'il a eu. Moi, j'étais assez favorable au premier texte sorti du gouvernement, même si j'avais un bémol. Moi, j'avais proposé, et on est plusieurs à l'avoir fait, 2 textes. Parce que dans le texte, il y a des choses qui sont assimilées à droite, j'ai envie de dire, et d'autres qui sont assimilées à gauche. Et qu'évidemment, la droite dure n'aurait pas voté ce qui était à gauche et la gauche dure n'aurait pas voté ce qui était à droite. Donc moi, j'aurais apprécié 2 textes différents. Peut-être aussi... C'est responsabilité aussi, hein. Faire 2 textes différents. C'est responsabilité, voter à gauche et... Non, parce que déjà, asile et immigration, c'est pas la même chose. Et le mettre sur un seul et même texte, en fait, c'est comme si c'était la même chose. Et je pense que ça crée potentiellement de la confusion. Donc, fuir, non, parce qu'on l'a discuté, hein, quoi qu'il en soit. J'ai vu que le Sénat a rajouté plus de 80 articles, et pour la plupart n'étaient pas constitutionnels. La commission mixte paritaire, donc la CMP, donc c'est 7 députés, 7 sénateurs, se sont mis d'accord sur un texte final, qui était plus proche de celui du Sénat que celui du gouvernement. Et quand on voit le texte, on sait qu'il y a plein de choses qui ne sont pas constitutionnelles et on savait que ça allait être retoqué par le Conseil constitutionnel. Donc non, d'une part, un peu marre de passer pour des amateurs, donc non. Sur plusieurs sujets, on a dit non, on ne nous a pas suivis et ça a été retoqué, bon bref. Et là, c'était non. Et après, il y a mon histoire. Moi, mes parents sont arrivés en France, j'avais 2 ans. Et mon papa est décédé, j'étais jeune, avec un texte pareil. Je n'allais pas avoir l'avenir que j'ai aujourd'hui. J'étais à l'école publique, l'école de la République. J'ai fait des études supérieures. J'ai travaillé le soir, le week-end, le matin avant d'aller à l'école. C'était dur, ouais, mais c'est pas grave. J'ai travaillé. J'ai 6 enfants avec une mère qui ne travaille pas. Et en fait, on a 6 enfants qui travaillent. J'étais chef d'entreprise, présidente d'association. J'ai une sœur qui est cadre chez Moody's, une autre qui est cadre dans une grande banque, un frère qui est à la région Île-de-France, il est juriste. 6 enfants qui ont fait des études et qui s'en sortent extrêmement bien. Et en fait, c'est ça la France aussi. Et c'est pour ça que je l'aime cette France, parce qu'elle permet des choses incroyables. J'ai regardé votre affiche de campagne, en tout cas la dernière que vous avez postée. Vous n'avez pas mis en fond la photo d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous comptez mettre celle de Gabriel Attal ou non. Personne? Non, personne, parce que je pense que les gens votent pour les gens qui connaissent, votent pour un programme. Les élections législatives, pour moi, c'est une élection locale, malgré tout.
et que aussi compétent et intelligent et brillant soit Gabriel Attal, il n'est pas très proche des problèmes des Français de l'étranger. Et puis on ne lui demande pas forcément de l'être. Un Premier ministre, il s'occupe essentiellement du national et du régalien. Et je ne vois pas pourquoi je mettrais sa photo. C'est pas par peur de... Si c'est pas par peur de... Non. Non, mais je trouve très étrange. C'est soit on met le président, soit on met personne. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Il y a d'autres qui ont dit Gabriel Attal, Édouard Philippe... Chacun fait ce qu'il veut, vraiment. Mais ce n'est pas lui qui sera élu sur ma circonscription. Après, il y a le chef d'État. On a envie de mettre le chef d'État ou non. Après 7 ans, en fait, les gens me connaissent, ont appris à me connaître. Et encore une fois, quand je vois tous les retours que j'ai, Amélia, tu travailles pour nous, tu es présente, on veut te faire confiance, mais on n'a plus confiance dans le président Macron. Donc vous êtes loyal et libre, comme dirait l'autre. Qui l'autre? Édouard Philippe. J'aime beaucoup ce monsieur, je suis loyal et libre, absolument. Merci beaucoup Amélia Lacrafi. Vous êtes députée de la majorité présidentielle sortante et candidate dans la 10e circonscription des Français de l'étranger. 49 pays, 150 000 Français. Waouh. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs, et à bientôt.